Bonjour! Vous êtes parent et vous avez des questions sur le développement de votre enfant ou encore les mondes de l'enfance et de l'adolescence vous passionnent, eh bien, vous êtes au bon endroit. Chez Placotte, on travaille avec des spécialistes du développement de l'enfant pour tous nos jeux depuis toujours. Alors, le podcast venait dans cette continuité-là de faire rayonner le développement de l'enfant parce que notre mission numéro 1 est d'accompagner le parent pour que ce dernier puisse aider son enfant dans toutes les sphères de son développement, mais dans le plaisir et surtout dans la relation parent-enfant. Alors, on est vraiment content d'avoir lancé ce podcast-là, Grandir ensemble. Je pense que le titre dit ce qu'il a à dire. Et je vais être avec vous pour animer tous les enregistrements qui vont être faits, tous les épisodes qui vont avoir lieu sur ce podcast-là, Grandir ensemble. Je suis Alexandra Quentin, j'ai 4 enfants. Je suis enseignante de formation et présentement à la maîtrise en adaptation scolaire. Je suis aussi accompagnante à la naissance, alors vous allez comprendre que le monde de l'enfance me passionne. Et je suis vraiment heureuse de rencontrer avec vous tous ces invités-là qui vont venir nous parler de sujets divers, mais toujours en lien avec le développement de l'enfant. Alors, pour ce premier épisode, on a reçu Solène Bourque, qui est psychoéducatrice, qui travaille au privé, mais qui a aussi travaillé sur plusieurs jeux Placotte. Et moi, ce qui m'impressionne le plus, elle a travaillé sur la nouvelle mouture de Passe-Partout. Et dans ce premier épisode, parce que Solène, on va la recevoir à 2 reprises, dans ce premier épisode, elle nous a parlé des émotions. Donc, ça fait partie du quotidien de tous les parents, de tous les enfants. Elle nous a parlé de comment aider notre enfant à vivre ces émotions-là et comment l'aider aussi peut-être des fois à tempérer les réactions à ces émotions-là. Donc, je vous souhaite un bon podcast. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placotte. Bonjour Solène. Bonjour. Je suis vraiment contente aujourd'hui de te recevoir parce que tu as collaboré avec Placotte. Je vais te laisser te présenter, mais ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Oui, ça me fait plaisir moi aussi d'être ici. Ben oui, en fait, je suis psychoéducatrice de formation et j'ai collaboré là, pour l'élaboration finalement des jeux de la collection du développement socio-affectif de Placotte avec 2 autres psychoéducatrices et l'équipe de Placotte également. Donc, c'était vraiment un plaisir pour moi de faire ça. Je fais aussi des suivis avec des familles là, pour les soutenir avec des enfants 0-10 ans environ. J'enseigne au collégial en éducation spécialisée, donc je forme des futurs intervenants. Puis également, j'ai des petits à côté là, que je fais parce que je suis un peu impliquée dans toutes sortes de projets, dont, entre autres, je suis auteure d'une dizaine de livres, ouvrages éducatifs qui s'adressent à des parents, des intervenants, jeunes enfants. Et je collabore comme consultante pédagogique avec la production là, pour Passe-Partout. Donc, on a fait une nouvelle mouture là, du grand classique. Qui est magnifique. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment un beau privilège. C'est une équipe vraiment incroyable et c'est bien le fun de travailler avec ça. C'est merveilleux. Moi, Passe-Partout, j'ai autant de plaisir que mes enfants à l'écouter. Oui, c'est ça. Je pense que les parents, c'est ça. Puis c'était intéressant parce qu'on est allé chercher justement un peu... la nostalgie des parents, puis qu'il y avait des fois des commentaires sur « Oh mon Dieu, je me rappelais de ce segment-là » ou « Ah, c'est un peu différent, mais c'est le fun, c'est adapté c'est au goût à la du jour. réalité. » Oui, exactement. C'était ça notre grand défi, de ne pas dénaturer tout en permettant là, l'actualisation. Bien, c'est réussi. Merci. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Oui. Parce qu'il y a beaucoup des livres que tu as écrits qui portent là-dessus. Exactement. C'est un sujet que tu aimes aborder aussi. Oui, beaucoup. Puis je pense que c'est un sujet chez les parents qui est quotidien. Qui est quotidien. La majorité des parents, d'ailleurs, avec qui j'interviens, c'est souvent relié à la régulation des émotions, à des moments où il va y avoir plus de difficultés à trouver des stratégies pour les apaiser. Fait que oui, j'aime beaucoup, beaucoup parler de ce sujet-là. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment un sujet, je veux dire, ça touche tout le monde. L'expression des émotions, la gestion des émotions, puis comment aider notre enfant aussi à passer au travers de ces émotions-là, de toute la gamme des émotions. On peut peut-être commencer par le début, donc par les petits bébés. Oui. Puis on va parler, après ça, on va y aller avec le développement de l'enfant au niveau des émotions. Oui. Donc, tout petit, un bébé qui pleure,
Ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la peine seulement? Est-ce que c'est... On a un bébé qui pleure, puis souvent, comme premier parent, quand c'est notre premier, un bébé pleure, il y a de la peine, là, on essaie de tout faire, on essaie de tout... Bon, comment ça se passe au niveau des émotions pour un tout petit bébé? Bien, c'est sûr qu'au niveau des tout-petits, autant pour nous, c'est un travail d'essayer de décoder les pleurs parce que c'est souvent la seule façon de communiquer, les rires, les pleurs, les expressions faciales. Pour l'enfant aussi, il y a comme quelque chose d'un petit peu mélangé. Je dirais que des fois, il va sentir, tu sais, le tout petit bébé, si on se mettait dans son corps, il va ressentir un inconfort. Oui. Mais est-ce que c'est un inconfort parce que je vois plus maman? Est-ce que c'est un inconfort parce que, ma couche est pleine? Est-ce que c'est un inconfort parce que je suis fatiguée, parce que j'ai faim? Donc, il n'est pas capable de nommer ça, bien entendu. Donc, oui, c'est le rôle des parents d'aller décoder, finalement, c'est quoi le sens du comportement, c'est quoi le sens de l'émotion qu'il est en train de vivre. Oui. Donc, les pleurs ne sont pas nécessairement toujours associés à la peine. Ça peut être associé à la colère, ça peut être associé à l'ennui, mais c'est pas encore quelque chose là, qui est très comme compartimenté, on pourrait dire. À cet âge-là, souvent, c'est un gros mélange de plusieurs émotions ensemble. Et ça va aller plus vers 18 mois, 2 ans, où là, l'enfant va commencer avec les petites émotions de base. Donc, joie, colère, peine, les 3 premières. Peur qui va se rajouter, là, justement, vers 2 ans. Des fois, ils vont commencer à avoir peur des gros animaux, peur de... Tu sais, s'ils ne voient plus leurs parents dans leur environnement, là, ils vont se mettre à paniquer un peu. Ils ont de la misère à mettre des mots là-dessus, bien entendu, mais c'est là que ces émotions-là vont commencer à être un petit peu mieux définies, je dirais, pour l'enfant. Là. OK. Donc, vers 2 ans, là, on peut s'attendre à ce que l'enfant reconnaisse un peu lui-même, commence à reconnaître ses émotions? Bien, de lui-même, pas encore. Okay. Par contre, si on va dire à l'enfant que tu as de la peine, il va être capable de dire oui. OK. Ou, là, je pense que tu es vraiment fâché, il va faire un signe de tête. Mais de lui-même nommer « je suis fâché », il faut attendre une autre année, je dirais. Fait que vers 3 ans, là, OK. Oui. Je suis fâchée, c'est pas comme ça, c'est pas ça que je voulais. Donc là, il va être capable, parce qu'avec les mots, arrive aussi la capacité à nommer les émotions, reconnaître c'est quelle émotion, être capable aussi de mettre ses limites, de dire non. Bon, au début, ça commence juste avec un non, mais maintenant, on réalise c'est non, je veux pas, ou non, ça se passe pas comme j'avais prévu. Oui. Mais cette subtilité-là, c'est pas tout de suite, ça va être le rôle du parent, justement, de nommer ça. De souvent aller là, dans le sens du comportement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui explique ça. Ah, tu sais, tu voulais, par exemple, mettre ton vêtement tout seul, puis tu n'y arrives pas, tu sais, fait que là, t'es fâché. Fait que là, c'est nous autres qui doivent mettre des mots là-dessus, parce que souvent, l'enfant n'est pas encore capable, je dirais, avant 3 ans, 3 ans et demi. Il a encore besoin de beaucoup de soutien et justement, c'est notre rôle là, comme parents là, de mettre des mots sur tout ça. De nommer. À partir de quand on nomme ça, justement? Bien, je dirais tout petit, tu sais, même quand ils sont bébés, on peut dire « Ah, mon Dieu, t'es fâché, tu sais, ou t'as de la peine, je vais te réconforter ». Déjà qu'ils entendent les mots, l'enfant va absorber ça. Parce qu'on sait qu'au niveau du langage, il y a 2 types de langage, le langage réceptif, le langage expressif. Donc, ce qu'on comprend et ce qu'on produit. Exactement. Donc, l'enfant qui va entendre des mots, même en très bas âge, va tranquillement, pas vite, à un moment donné, être capable de les décoder ou de les identifier ou de les rattacher à certaines situations. Donc, oui, on peut nommer à un bébé de 6-8 mois quand même, « Oh, c'est une grosse colère. C'est bon, tu n'es pas capable d'attraper. » Souvent, à 7-8 mois, ils vont commencer à ramper. 9 mois, puis là, ils se déplacent, ils veulent attraper des objets, puis là, ils sont fâchés quand ils n'y arrivent pas. Donc, de le nommer à ce moment-là, « Ah, t'aurais aimé ça être capable de te rendre au jouet. » Tu sais, bien, déjà, je trouve qu'on est en train de mettre la table puis de mettre des bases intéressantes pour que l'enfant, rendu vers 18 mois, soit capable de dire « Je veux. » Tu sais, ou non, c'est pas ça, tu sais. Fait que ça commence, je dirais, très graduellement. Mais dès qu'on communique avec notre enfant, on lui communique aussi tout ce qui a trait aux émotions. Oui, donc c'est important de le faire aussi, de nommer nos émotions aussi. J'allais exactement dire ça parce que notre enfant, les enfants, c'est des petites éponges. Hein? Donc, ils vont ressentir aussi si nous autres, on est stressés, si on n'est pas bien. Donc, juste de prendre le temps de dire « Ah, c'est une grosse journée puis je suis fatiguée aujourd'hui, je sens que j'ai moins de patience », bien, l'enfant va comprendre que c'est pas de sa faute parce que souvent, l'enfant étant à la base
égocentrique, il voit souvent les choses selon son propre point de vue. Donc, s'il voit que son parent a de la peine ou qu'il vit de la colère, il va souvent penser que c'est de sa faute, que c'est lui qui en est la cause. Donc, de nommer, ben tu sais, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui, c'est plus difficile, la routine. Donc, tu sais, moi aussi, j'ai le goût qu'on passe une petite soirée tranquille, d'être capable de le nommer. Oui. Je pense que ça va apaiser également l'enfant. Oui, ça l'aide à gérer ses propres émotions, finalement, à ce moment-là, à tempérer un peu tout ça. À tempérer, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser le terme de régulation des émotions, parce que pour moi, des émotions, ça se gère pas. Des émotions, ça se vit. Donc, tu sais... Oui, ça, je pense que c'est important, hein, parce que souvent, un enfant qui pleure, on va avoir tendance à faire « oh, ça va, ça va ». Ça. Mais c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire pour l'enfant, pour l'outiller pour plus tard. Non, en fait, dans le fond, il faut essayer de nommer justement l'émotion, parce que l'émotion, on a le droit de la vivre. Maintenant, il faut faire la distinction entre l'émotion puis la réaction à l'émotion. Oui, c'est deux choses différentes. C'est ça. Oui, tu es en colère, mais non, tu n'as pas le droit de frapper ton frère ou de lancer des jouets. Dis-le avec des mots ou... mets ta main pour dire non, mais juste en faisant un stop avec la main. Donc, c'est des stratégies pour que l'enfant soit capable de communiquer ses limites, communiquer aussi qu'il vit une certaine émotion, mais on devrait toujours valider d'abord l'émotion de l'enfant, être capable de lui dire « je comprends, tu es vraiment fâché, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que je peux t'aider? » Donc, on va essayer de mettre en place des moyens, des fois pour apaiser les grosses colères ou les grosses peines. Des fois, ça va être une belle doudou, comme la doudou des émotions que l'enfant peut qu'on a chez Placotte. Oui, qu'il y a chez Placotte, puis qu'on peut, par exemple, pointer les émotions, l'aider à les identifier, qui peut servir de la doudou comme objet de réconfort également. Donc là, on va l'aider à mettre en place tranquillement, pas vite, des moyens, non pas pour ne pas vivre cette émotion-là, mais être capable de la réguler. Tu sais, réguler, c'est vraiment qu'on diminue l'intensité de la réaction pour que finalement, ça se vive bien. Donc, toutes les émotions, il n'y en a pas nécessairement des positives ou des négatives. Il y a des émotions qui sont peut-être plus difficiles à vivre, mais on a le droit de les vivre. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Intérieurement, ça ne se calmera pas nécessairement, mais les gestes qu'on fait peuvent être tempérés. Oui, exactement. On peut apprendre à gérer notre colère ou notre peine, de ne pas hurler, puis de réussir à avoir de la peine sans frapper partout, sans... C'est ça, adopter finalement des comportements qui sont comme, acceptables. Et c'est sûr que l'enfant étant impulsif à la base, surtout quand il ne maîtrise pas le langage, la colère, ça va être je tape du pied, je frappe, je pousse, je crie, je pleure. Je mords. Je mords. Donc, graduellement, on remplace ces comportements-là par d'autres. Donc, souvent, quand l'enfant va faire un geste comme ça, on va dire non, mords pas, mais on ne dit pas nécessairement quoi faire. T'sais. Oui, parce que lui, il a besoin de mordre, c'est ça sa colère, c'est comme ça qu'il l'exprime finalement. Donc, par exemple, on peut lui dire prends un toutou, serre-le fort, si tu sens, on serre tes poings très, très fort, puis après ça, détends-le. Il y a des petites stratégies où on peut respirer plus lentement, puis on peut se placer vraiment à la hauteur de l'enfant, puis dire respire avec moi. Tu sais, ça se peut que l'enfant soit pas disponible du tout s'il vit une grosse, grosse colère. Des fois, il a juste besoin de décanter, de s'apaiser. On reste là, on reste disponible, on dit « je suis pas loin ». Parce que souvent, c'est « non, viens pas me voir » ou tu sais, ils veulent pas discuter. C'est correct qu'on n'insiste pas, mais on reste présent pour que l'enfant sente qu'au besoin, on est là. On peut lui offrir un câlin de réconfort. S'il refuse, on attend qu'il soit comme un petit peu plus disponible, mais on reste pas trop loin de lui pour, surtout pour éviter justement qu'il se blessent ou qui se mettent à lancer des objets ou tomber ou tout ça. Oui. J'ai un exemple en tête qui me vient. Moi, mon troisième faisait des très grosses colères. Là. Ses émotions s'expriment à 100 000 à l'heure. Puis, il frappait. Mais il frappait dans le mur, il frappait les autres. Là, il se faisait mal, il blessait les autres. Mais là, c'était pas un comportement acceptable. Parce que nous, notre réflexe, ça a été de dire, écoute, tu as besoin de frapper, on comprend. Tu vas aller frapper dans ton oreiller. Est-ce que c'est une bonne... Parce qu'il frappe quand même, mais il fallait qu'il comprenne qu'il ne pouvait pas se faire mal à lui ni faire mal aux autres. Donc ça pourrait être une stratégie aussi de proposer quand même si le geste est violent, de lui proposer une option qui ne sera pas en danger, qui ne blessera pas les autres, mais qui va quand même exprimer ce geste-là qui est un peu impulsif. Beaucoup impulsif, là, parce qu'il ne voulait pas frapper personne, je suis convaincue. C'est ça. En effet, c'est qu'il y a certains enfants que pour réussir à s'apaiser, ils doivent
dépenser cette énergie-là. Ouais. OK? Donc, si on essaie de leur dire « calme-toi » alors qu'ils sont comme vraiment en colère, premièrement, ça ne marchera pas. Ça risque d'augmenter la colère. Puis, il y a des enfants qu'il faut vraiment qu'ils passent par un peu, je dirais, l'explosion pour redescendre. Donc, oui, à ce moment-là, de diriger vers un comportement, on pourrait dire, plus agressif, mais qui est dirigé de façon acceptable. C'est-à-dire, oui, tu peux aller frapper dans un coussin, dans un oreiller. Il y en a qui vont dire, c'est un geste violent quand même. Oui, mais c'est dirigé au bon endroit. Tu sais. Au niveau des morsures, une petite débarbouillette froide, tu peux mordre dans la débarbouillette. Des fois, ça va leur faire du bien. Ou même des objets de dentition de bébé qu'on peut utiliser avec des un peu plus vieux. Bon, il faut faire attention pour pas que ça perce, là, mais tu sais, dans le sens où il y en a des enfants, c'est ça, c'est par là qu'il faut que ça passe. Ils ont besoin. Donc, si on essaie de les apaiser sans leur permettre de vivre ça risque d'être encore plus difficile d'apaiser la crise d'une part, puis deuxièmement, il risque de se sentir comme un peu incompétent, c'est-à-dire je suis pas capable d'y arriver à calmer ma peine parce qu'on ne permet pas de la liquider par l'énergie qui sort. Il y a des enfants, c'est comme ça, tu sais, il faut qu'ils grognent pour finalement, après ça, retrouver leur bonne humeur. Exact. Donc, oui, c'est une stratégie qui est intéressante de dire non, tu peux pas frapper ton frère, tu peux pas lancer des objets. Par contre, tu peux aller frapper dans un coussin ou tu peux prendre des balles d'éponge puis les lancer dans un coin vite, tu sais. Il y a des enfants qu'on va mettre de la musique, on va les faire comme danser ou courir ou, tu sais, ils ont besoin de dépenser cette énergie-là et c'est correct de faire aussi. Oui. Fait que dans le fond, il n'y a pas une stratégie pour apaiser puis réguler les émotions. Il y a les stratégies qui sont adaptées aux besoins de notre enfant. Et chaque enfant est différent. Oui. Donc, avec un, justement, ça va être le retour au calme, une petite doudou. Puis pour un autre, ça va être je m'en vais frapper dans un coussin. Puis les deux stratégies sont aussi valables une que l'autre s'ils répondent aux besoins de l'enfant. Oui, ça revient souvent à ça, dans les discussions qu'on a. C'est souvent, on écoute notre enfant. Oui. Puis j'imagine aussi que c'est beaucoup d'essais-erreurs comme parents à ce moment-là parce que notre enfant, justement, il ne correspond pas à ce qu'il y a dans les livres tout le temps. Non. En fait, presque jamais. Exactement. Donc, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Donc, j'imagine aussi, on a souvent la tendance à se culpabiliser comme parent, de dire « Ah, mais là, pourquoi j'ai proposé ça ou pourquoi j'ai fait ça? » Mais ça fait partie de notre cheminement. Ça fait partie de la vie. Puis même comme intervenante, moi, ça fait longtemps que je travaille avec des familles. Puis je leur dis toujours, on essaie des choses. Je vous propose des choses avec ce que vous me racontez. Ça se peut que ça ne fonctionne pas, mais on va s'en reparler. Ça ne veut pas dire que la stratégie n'était pas bonne. Ça veut dire que c'est pas la bonne pour votre enfant. C'est tout. Donc, on en trouve une autre. C'est pour ça que les livres de trucs, de stratégies, j'ai des ouvrages éducatifs dans lesquels je propose des stratégies, mais je dis toujours, adaptez-la à la réalité de votre enfant. Ou si cette stratégie-là ne fonctionne pas, c'est peut-être juste parce qu'elle n'est pas faite pour votre enfant. C'est un coffre d'outils, ce qui est proposé dans les stratégies par les intervenants, mais qui doit être adapté à la réalité des enfants. Puis même chose avec les jeux placotes, justement. On propose des idées aux parents pour aller plus loin, puis tout ça. On pige là-dedans ce qui nous convient comme adultes, ce qu'on a le goût d'appliquer comme parents, mais aussi ce qu'on a l'impression qu'il va fonctionner avec notre enfant. Puis oui, il y a beaucoup d'essais-erreurs au début parce qu'on apprend à connaître ce qui fonctionne avec notre enfant. Puis quand c'est le deuxième, des fois, on va essayer les mêmes stratégies qu'au premier, puis ça ne marche pas du tout. C'est ça. Fait que là, tu fais comme, OK, c'est un réapprentissage, même si je suis déjà parent. Je dois apprendre à nouveau parce que c'est pas le même enfant. Oui, puis je confirme que même au 4e, c'est encore comme ça. Oui. Alors là, dans le fond, j'ai en image ce dont on vient de parler. C'est plus rare qu'on voit un plus vieux, par exemple, mort d'un enfant. Donc, vers 2-3 ans, ça arrive beaucoup, qu'on voit des coups aux amis, qu'on voit des grosses colères par terre, le fameux crise du bacon dont on entend parler. Donc, puis là, on grandit, on apprend à parler. C'est la grosse question. Oui, exactement. De façon générale, on voit les comportements agressifs physiques diminuer entre 3 et 4 ans, c'est-à-dire pas mal l'acquisition des phrases, de la capacité de communiquer ses besoins, ses émotions, ses envies. Oui. Et de façon générale, là, vers 4 ans, on devrait avoir un enfant qui peut, à l'occasion, avoir des gestes impulsifs, mais qui n'est pas nécessairement là-dedans au niveau de 3-4 fois par jour à faire des crises ou dans le quotidien. Là. Fait que oui, en effet, avec l'apprentissage de la parole, les gestes agressifs devraient diminuer. Donc, la régulation des émotions se fait plus facilement? Exactement. Et si ça ne se fait pas, souvent, on va être capable de le rattacher avec, des fois,
un retard langagier ou avec, on va dire, ou des problématiques développementales ou tout ça, souvent, ça va être un premier indice de dire, mon Dieu, les gestes agressifs perdurent malgré ça. Oui. Puis là, on va dire, finalement, on l'évalue au niveau du langage, on réalise qu'il y a un retard peut-être de 6 mois, qui est peut-être pas majeur dans sa vie. Il est quand même capable de communiquer, mais peut-être moins bien que les autres enfants de son âge. Fait que ça peut créer des conflits à la garderie, au parc et tout ça, parce qu'il n'y a pas la même capacité là, de communication que les autres. Je comprends. Oui. Donc, vers 4-5 ans, quand l'enfant fait encore justement les gestes de 2-3 ans, là, on peut plus se dire « Ah, OK, il y a peut-être un petit quelque chose, on va aller chercher de l'aide extérieure pour ça. » Puis, au niveau des émotions, justement, c'est ça, le langage. Moi, j'ai 2 enfants qui ont des troubles de langage. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile de en même temps, gérer leurs émotions, apprendre à reconnaître leurs émotions, mais être capable de les verbaliser aussi. Vers quel âge on peut dire que l'enfant, là, il va dire « j'ai peur ». Je suis fatiguée, j'ai de la peine. À quel âge l'enfant va vraiment être capable de le nommer s'il y a un cheminement, disons, normal, régulier? Vers quel âge, à peu près, à l'entrée à la maternelle? C'est pas mal ça, je dirais. Par lui-même, sans que le parent le questionne. Oui, ça se passe pas mal entre 4 et 5 ans. Variable selon les enfants, parce que chacun a son rythme de développement. Mais de façon générale, de lui-même, de dire... tu sais, puis encore là, je dirais qu'il y a certaines émotions qui sont plus difficiles. Par exemple, je suis déçue. Oui. C'est long, là. La déception, tu sais, l'enfant va vivre une espèce de mélange de tristesse puis de colère, mais il ne sera pas capable de dire « je suis déçu ». Oui. Tu sais, souvent, les enfants s'attendent à ce que les choses se passent d'une certaine façon, puis quand ça ne se passe pas comme prévu, c'est de la déception qu'ils vivent, mais ils ne sont pas capables encore de décortiquer que c'est différent un peu, ou il y a une petite nuance avec la tristesse ou la colère, tu sais. Donc, c'est rare qu'un enfant de 4 ou 5 ans va dire « je suis déçu ». Oui. Il va dire « tu sais, je suis triste » ou « j'ai de la peine » ou « je suis fâchée », mais c'est souvent plus de la déception que ça va dénoter dans certaines situations, ou de l'ennui dans d'autres situations que c'est plus difficile aussi à nommer. Donc, je dirais que plus on y va, la fierté aussi, la fierté souvent va être mélangée avec la joie. Oui. Il y a quand même une petite distinction. La fierté, c'est un peu plus, on se sent grand, on se sent capable. Encore là, autour de 5 ans, je dirais d'être capable. Est-ce que tu es fière de toi de comprendre ce que ça veut dire? Ça va être plus avec l'entrée à l'école qu'on va voir ça. À l'entrée à l'école. Donc, à l'entrée à l'école, puis je sais qu'au préscolaire, ils travaillent encore beaucoup là-dessus aussi. Il y a beaucoup d'histoires, entre autres, qui sont utilisées. Ça, j'imagine que c'est un bon outil aussi d'utiliser les livres pour parler des émotions. Est-ce que c'est plus facile pour l'enfant de reconnaître l'émotion chez l'autre ou de reconnaître ses propres émotions? Je dirais... en fait, c'est la question, je vais la mettre en deux volets. Le premier volet, je dirais que justement, à travers une histoire, un livre qu'on raconte, il va être capable d'identifier avec certaines caractéristiques physiques. Il sourit, donc il est content. Des larmes. Il pleure, donc, fait quelque chose qui est très, très évident. Oui. Par contre, de comprendre l'émotion, par exemple, d'un ami à la garderie, qui va être des fois un petit peu plus subtile, qui ne sera pas vraiment dans le gros éclat, ça, c'est plus dur, ou celle d'un adulte. Là. Oui. Donc là, les émotions qui sont, je dirais, peut-être moins éclatantes. Là. Une crise de colère, il va être capable de l'avoir sur une image ou tout ça, mais justement, de la fatigue ou de l'impatience ou tout ça, il va ressentir, comme je disais tantôt, sa petite éponge va faire qu'il va ressentir la fébrilité ou quelque chose qui est différent, mais ne sera pas nécessairement capable de décoder l'émotion qui est vécue là-dedans. Oui. Donc, fait que c'est ça. Fait que je dirais que oui, on utilisait des livres, des supports visuels, donc tout ce qui lui permet de décoder ça. De décoder les signes extérieurs de l'émotion. Exact. Puis pour lui, d'être capable aussi de nommer aussi, de décortiquer les manifestations physiques, d'être capable de dire comment il se sent dans son corps. Donc, il y a des petits points serres, donc tu sais, tu es en colère. Ça, c'est important. Oui, il y a une boule dans ton ventre, hein, fait que, tu sais, ou dans ta gorge, fait que, tu sais, tu as le goût de pleurer. Fait que de nommer ça, mais l'enfant, non seulement il comprend l'émotion, mais il comprend comment il se sent dans son corps. Il va faire comme, ah oui, tu sais, une boule dans ma gorge, ça veut dire que j'ai peut-être un petit peu de peine ou j'ai de l'ennui ou tout ça, de maman ou papa, j'étais à la garderie.
Donc, ça les aide à comprendre Oui. et décortiquer encore mieux comment apaiser ces émotions-là, comment les réguler quand ils en vivent qui sont un petit peu plus difficiles. Donc, nommer les signes physiques des émotions aussi, c'est les important. signes physiques, comment ils se sentent aussi dans leur tête. Tu sais, un enfant, par exemple, qui est timide, il va avoir envie de se cacher. Oui. Il va sentir comme des bourdonnements d'abeilles dans sa tête. On y parle, puis il comprend pas tous les mots, tout ça. Fait que, des fois, ça va être trop d'informations. Quelqu'un va dire bonjour à un inconnu, puis il va pas réagir comme on s'y attendait. Mais c'est comment lui il se sent dans son corps, on peut le décortiquer avec lui. Puis après ça, lui dire, ce que je comprends, c'est que tu étais gêné un petit peu quand le monsieur t'a dit bonjour au magasin ou tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui va être aidant également pour les aider à comprendre tout ça. Puis reconnaître aussi, j'imagine, que quelqu'un ne peut pas vivre la même émotion que soi pour la même situation aussi. Ça doit être difficile pour un enfant parce que nous, comme adultes, on dirait que c'est comme acquis. On le sait que quelqu'un peut être déçu. Moi, j'ai de la peine, l'autre est fâché. Bon, c'est quelque chose. Mais pour un enfant, j'imagine qu'il y a une certaine incohérence à ce moment-là de voir que le copain, lui, il réagit pas du tout. Oui, c'est ça. Il n'a pas peur du Père Noël, mais moi, je ne veux pas y aller. Là. Oui, exactement. Puis l'enfant, je dirais jusqu'à peu près 5 ans, il faut le rapporter beaucoup à des expériences connues pour lui faire comprendre. Donc, par exemple, si un autre enfant a peur du Père Noël puis que lui n'a pas peur du Père Noël, de lui dire, tu sais, Justin, quand il est devant le Père Noël, c'est comme toi devant une araignée. Ou c'est comme toi quand il y a eu un gros camion qui a fait du bruit dans la rue puis qui est passé. Donc, on le rapporte à une expérience connue où il a vécu la même émotion puis qui est assez récente. Je dirais quelque chose qui s'est passé dans les dernières semaines ou derniers mois. Question de solliciter son attention, sa mémoire, mais il faut le rattacher à quelque chose de connu. Non, ça ne sera pas la même situation, mais ça va être, on va le connecter sur, il vit la même émotion que tu as vécue dans ce moment-là. Oui, OK, je comprends. Puis là, on continue d'avancer en âge et les émotions sont un petit peu plus facilement reconnaissables par l'enfant, mais ça reste que tout le long du primaire, on va se concentrer plus sur cette étape-là jusqu'à, mettons, 12 ans, quand on finit la 6e année environ. Il se passe une tonne de choses aussi à ce moment-là. Il y a des chamboulements, il y a des premières expériences aussi qui arrivent. Donc, comment ça se passe au niveau de la gestion, de la compréhension des émotions, là, mettons, le 6 à 12 ans, là? Je trouve qu'à cet âge-là, beaucoup d'émotions sont rattachées avec un peu l'élargissement du réseau social de l'enfant. Oui. Donc, on est vraiment dans le développement socio-affectif. C'est-à-dire que les émotions qu'il va vivre vont beaucoup être rattachées à l'ami ne voulait pas jouer avec moi, ou le professeur comme elle avait l'air déçue ou des choses comme ça. Donc, il va beaucoup percevoir les émotions. Il commence à mieux percevoir les émotions des autres et il va être affecté par ça. Parce qu'à cet âge-là, je dirais à partir de 5-6 ans, 6 ans à peu près, l'enfant il est beaucoup plus sensible au regard des autres. Il n'aime pas perdre la face. Il se compare aux autres beaucoup plus. Tu sais, un enfant de 3 ans, là, il trouve qu'il a fait une œuvre d'art quand il fait un dessin. C'est toujours beau. Mais là, à 6 ans, il va regarder ceux des autres puis il va dire « Mon dessin, il n'est pas beau. Ou « Moi, je ne suis pas bon dans les sports. » Il va se mettre à se comparer. « Je suis toujours le dernier choisi au ballon chasseur. » Donc, il va vivre des tristesses, il va vivre des déceptions. Il arrive chez eux. Tu sais, Mathias, il ne veut plus être mon ami. Donc, il y a beaucoup de ça dans les émotions qui sont vécues. Et comme parents, c'est difficile parce que... Mais on n'est pas là. Non, on n'est pas là. On n'était pas là au CPE pour ceux qui allaient en garderie non plus, mais l'accès est différent. C'est-à-dire qu'on arrivait le matin au CPE, on déposait notre enfant, discutait un peu avec l'éducatrice, même chose au retour. Mais là, à l'école, souvent, c'est comme on le laisse sur le bord de la porte, on le voit rentrer, puis on n'a pas nécessairement de communication avec l'enseignant de façon quotidienne. Oui, puis je pense que la grosse différence aussi, c'est qu'en CPE, les éducatrices, quand il y a un enfant qui fait une crise, elle est là, mais quand il y a une chicane entre amis, pas toujours. L'enseignante n'en a pas toujours conscience. Non, ça peut se passer dans le cours de récréation, dans le corridor, exact. Dans donc les une déception ou un enfant qui trouve qu'il a donc pas bien réussi son travail d'art puis qu'il a de la peine. L'enseignante est pas, elle voit pas ça passer du tout là. Fait que je pense que ça aussi c'est difficile. Oui, c'est difficile. Tu sais, les ratios sont plus grands, là. Donc, il y a comme une enseignante pour, 20-25 élèves. Donc, c'est certain qu'il y a beaucoup de situations qui passent un peu sous le radar. C'est normal. C'est ça. Puis là, aussi, ce qu'on va voir beaucoup, c'est que l'enfant, justement, comme il est très sensible au regard des autres, toute la journée, il va se retenir, va essayer de s'autocontrôler au maximum. Et là, rendu à la maison, ça explose. Il y a beaucoup de parents qui me disent...
Bien, l'école me dit qu'il n'y en a pas de problème, que tout va bien. Mais chez nous, le soir, il y a des crises. Il revient de l'école, dans la demi-heure, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est là que ça sort. Puis je dis souvent aux parents, bien, c'est un beau cadeau que votre enfant il vous fait, parce que s'il est capable de se permettre ça à la maison, c'est qu'il a assez confiance en vous, puis il n'a pas peur de perdre votre amour. Fait que je sais que c'est dur de voir son enfant en crise, mais à quelque part, il faut se dire « Wow, il me fait assez confiance pour être totalement lui-même. » Alors qu'il a peut-être fait des efforts toute la journée pour contenir cette émotion-là, pas la vivre devant les amis, pas la vivre devant l'enseignante. Fait que oui, les petites... je dirais que les moments du retour de l'école sont souvent importants pour discuter un peu de ce qui s'est passé. Puis, tu sais, sortir aussi du traditionnel. Comment était ta journée? Bien, on s'arrête là de poser des questions. Avec qui tu as joué aujourd'hui? De quoi tu es le plus fier? Tu sais, puis nous, on avait instauré, quand mes enfants étaient petits, le moment soleil, le moment nuage, au moment du repas. Oh, wow! Donc, on parlait de quelque chose de le fun qui est arrivé dans la journée, puis quelque chose qui était moins le fun. Parce que ça se peut pas une journée juste de soleil ou juste de nuages. C'est rare. Puis les journées qui avaient été plus nuageuses, bien, il fallait au moins qu'ils trouvent un petit soleil. Des fois, c'est un ami m'a aidé pour telle affaire ou, tu sais, j'ai eu une belle note justement dans ma dictée. J'étais fière, mais bon, je me suis chicanée avec mon ami à la récré, puis c'était moins le fun. Donc, ce petit rituel-là est intéressant parce que ça permet de faire un temps d'arrêt puis de transition. Puis selon les besoins de notre enfant, il y en a qui vont dire, ben nous, on le fait en marchant en revenant de l'école, d'autres qui vont le faire au moment du repas. Puis il y a des enfants qui ont de la difficulté devant toute la famille, puis ça va être juste avant le dodo que ça va sortir. Le lit, quand on va flatter avant le dodo, puis que là, tout à coup, maman, je veux te parler, puis là, c'est là que ça va sortir. Puis on se dit, hey, là, il a choisi le bon temps, j'ai juste dit que c'était le temps qu'il fasse dodo. Fait que là, des fois, ça peut être intéressant si on sent que le besoin revient souvent là, de se dire, bien, on se garde 10-15 minutes dans notre routine à la fin pour cette petite discussion-là. Pour pas être pressé, puis pour pas... On a hâte qu'il se couche, là, rendu au soir. Souvent, on est fatigué nous-mêmes, puis on a hâte d'avoir notre petit moment un peu plus tranquille dans notre journée. Mais que ce soit planifié. Si on sent que notre enfant en a besoin, on dit, OK, on va le mettre là, mais c'est planifié dans la routine. De faire que ça fait partie de la routine systématiquement. Exactement. Ah, j'aime ça. Parce que moi, j'en ai une qui a fait beaucoup, beaucoup d'anxiété, mais ça arrivait toujours le soir. Exact. Puis là, ça arrive le soir, mais là, il y a les autres aussi, il y a ma fatigue à moi. Donc, c'est vrai que de dire, bien, écoute, on le sait que c'est là, on fait notre moment, ce moment-là va être exprès pour ça. Pour faire un retour sur la journée, pour faire un retour... je trouve que l'idée est... Fait qu'encore là, tu sais, ça dépend des besoins de l'enfant, ça dépend de notre rythme comme parents, mais ça peut se faire à différents moments. Pour certains enfants, ils ont vraiment besoin justement de faire une coupure, de décanter dès l'arrivée à la maison pour passer une belle soirée. Puis d'autres, justement, ils ont besoin de ne pas parler de ce qui s'est passé tout de suite, puis d'en parler un petit peu plus tard. Fait que c'est encore une fois de respecter notre enfant dans son rythme. Exact. Oui, on revient souvent à ça, hein? Puis c'est pour ça que je dis que, tu sais, le parent, c'est lui qui est un peu comme le spécialiste de son enfant, c'est-à-dire que c'est lui qui le connaît le mieux. Donc oui, les stratégies, on doit les adapter en fonction de ce qu'on observe. Si on essaie de faire un retour à la garderie en disant « Oh, j'ai un bon truc, là, on va essayer de faire ça », puis que là, tout à coup, tu dis « OK, ça fait 2-3 jours que j'essaie, il veut rien me dire. » Bien, c'est peut-être que lui, il a besoin de décanter les émotions qu'il a vécues dans sa journée avant d'en discuter. Il a besoin d'y voir plus clair. Il y a des enfants qui sont très différents de cette façon-là. Ils ont besoin de digérer un peu avant. Essayer de les comprendre aussi. Par eux-mêmes, souvent. Exact. Ah, je trouve ça vraiment intéressant, puis d'instaurer ce moment-là aussi à la fin de la journée, parce que effectivement, on ne sait pas ce qui se passe à l'école, puis on n'a aucune idée de tout ce qui... Bien, on a une idée parce qu'on est passé par là, nous aussi, mais c'est loin. Donc, Puis, j'imagine que ce moment-là aussi va servir à mettre des mots sur ce qui est arrivé, sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qui est arrivé de l'intérieur aussi. Exact. Puis, souvent aussi, ce qui peut être intéressant, c'est, tu sais, de dire, par exemple, si l'enfant, bon, il s'est passé un conflit avec un ami, ça l'a affecté, de dire... tu sais, bon, comment tu as réagi? Est-ce que tu penses que tu aurais pu réagir autrement ou t'aurais-tu aimé ça, réagir autrement? Parce que des fois, c'est là qu'il va être capable de dire, mais tu sais, j'aurais aimé ça être capable de lui nommer ou j'aurais aimé ça être capable de m'éloigner. Qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois pour que ça se passe comme tu le souhaiterais, tu sais? Fait qu'on essaie avec l'enfant de développer des stratégies. Moi, j'avais ma fille, mais mon aînée, avait de la misère à s'affirmer beaucoup, puis on pratiquait des répliques ensemble. Qu'est-ce que tu peux dire qui reste respectueux envers l'autre, mais qui te permet à toi de dire « ma limite est là », tu sais? Tu sais, fait que c'est intéressant de pouvoir
travailler là-dessus pour que ça reste dans le respect, mais que l'enfant soit capable de dire, ben, tu sais, comme bon, par exemple, un enfant qui s'habille, qui se fait taquiner sur ses vêtements parce qu'il y a des vêtements un peu originaux. Tu sais, moi, j'avais pratiqué avec mon fils la réplique de « ben ça dérange quoi dans ta vie? C'est moi qui le porte, tu sais. Oui. » À 7, 8, 9 ans, bien, souvent, ils sont sensibles au regard des autres, mais lui, il aimait ça s'habiller comme ça. Puis je disais, c'est pas un problème, en autant que tu sois capable de bien réagir quand il y en a qui vont avoir des répliques par rapport à ça. Puis c'est une belle capacité à s'affirmer dans ses goûts, ses intérêts, ou quelqu'un qui va dire « pourquoi tu fais ce sport-là? » Mais moi, j'aime ça, tu sais. Puis je veux dire, fais le sport que toi, tu as envie. Ça reste respectueux envers l'autre. Puis ça permet de solidifier dans nos intérêts, ce qu'on aime, ce qu'on est aussi, parce que c'est beaucoup ça, le 6-12 ans, c'est toute la construction de l'identité de l'enfant. Oui, l'estime de soi aussi, beaucoup. Ils se comparent aux autres, je suis moins bon, je suis plus bon, ils vont comme vouloir étaler un peu leur fierté, des fois un petit peu trop. Puis comme parents aussi, des fois, bien, on voudrait tellement leur dire, tu sais, que les valoriser dans le positif, qu'on a tendance à dire « Oh, wow! » tu sais, pour tout. Alors que des fois, bien, c'est vrai que l'enfant s'est dit, par exemple, ben mon dessin, je le trouve pas beau, tu sais, au lieu de dire, ben non, il est magnifique, puis on met un cadre, puis on l'affiche sur le mur, alors que l'enfant déteste son dessin. On va peut-être pas dans le bon sens. Tu sais, de lui dire, qu'est-ce que tu n'aimes pas de ton dessin, tu sais? Qu'est-ce que tu aurais aimé être capable de faire de différent? Puis, ben ça se peut que ça soit peut-être pas ton plus grand talent, mais c'est quoi, toi, tes talents? Dans quoi tu es bon? Parce que, tu sais, Jason, son dessin était vraiment beau, le mien moins. OK, mais dans quoi, toi, t'es bon, tu sais? Fait qu'à ce moment-là, on valorise ses forces, puis de dire, bien, chacun est différent. Tu sais, oui, toi, t'es vraiment plus bon dans les sports, l'autre va être meilleur en dessin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, là, à valoriser pour que l'enfant prenne confiance en lui-même, là. Oui. Puis en faisant ça aussi, c'est qu'on n'essaie pas nécessairement de... Bien, parce que, comme tu as dit au début, on ne peut pas annuler l'émotion, là. Ça se vit, puis tout ça, mais l'émotion va peut-être être plus facile à accepter. Exact. Il va y avoir moins d'éclat d'émotion. Oui. Puis, tu sais, aussi, comme parents, des fois, on a tendance à banaliser certaines situations pour notre enfant qui vont être des drames, tu sais. Oui, ça, je pense que ça arrive souvent. Ça arrive non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais. Ou, tu sais, bon, par exemple, l'enfant revient de l'école, il a perdu, je sais pas moi, je sais pas moi, un dessin qu'il avait fait justement puis qu'il aimait vraiment beaucoup. Puis tu sais, dans notre tête, il fait 10-12 dessins par jour. Fait que, ben non, c'est pas grave, écoute, t'en feras un autre dessin. Mais l'enfant, dans ce moment présent-là, c'est un drame pour lui et c'est important. Puis il faut se mettre dans la peau, tu sais, de l'enfant puis d'être capable de lui dire « Ah, t'es vraiment déçu, hein? Tu sais, ton dessin, tu y tenais, t'es parti avec à l'école puis finalement, tu le trouves pas, tu sais. » Qu'est-ce qu'on peut faire? As-tu pensé à une solution? Puis là, ben, de l'inciter à justement aller fouiller le lendemain, de le dire au prof ou tout ça pour essayer de retrouver le dessin. Puis si jamais tu ne le retrouves pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui. Parce que, puis même chose avec l'entrée à l'école, souvent il y a des parents qui vont dire « Hey, t'es grand, tu vas rentrer à l'école, ça va être beau, tu vas aimer ton prof, ça va être magnifique. Oui. » Mais si ça ne se passe pas comme prévu, l'enfant va revenir à l'école avec deux sentiments. Soit qu'il va dire « Tu m'as menti, c'est pas vrai que c'est le fun, l'école. » Ou qu'il va se sentir pas bon parce qu'il va se dire « Bien, maman m'avait dit que ça se passerait bien, ça veut dire que je suis pas à la hauteur. » OK? Donc là, il faut y aller plus avec une perception réaliste des choses, de dire « Tu vas vivre quelque chose de vraiment spécial à l'école. Il y a des journées que ça va mieux aller, d'autres journées peut-être moins bien. Puis même dans ta même journée, ça se peut que tu vives des super bons moments puis d'autres moins le fun. » Mais je te fais confiance. Je sais que s'il y a quelque chose qui va moins bien, tu vas peut-être être capable là, de par toi-même, trouver des moyens. Puis sinon, tu vas aller voir un adulte qui pourra t'aider. Oui. Donc, je te fais confiance, puis on s'en reparlera ce soir. Donc, l'enfant, à ce moment-là, bien, s'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas comme il avait imaginé, bien, il ne vivra pas un sentiment de très grande déception. Il va se dire « Ah oui, maman m'avait dit que ça se pourrait que ça ne soit pas tout comme prévu » ou « Papa m'avait... » Donc, il va être déçu, mais... Il va être capable de se dire « Ah, mais c'est normal. » Ou j'en parlerai à papa ou maman ce soir. Exact. Donc, c'est normaliser aussi tout ça. C'est ça. Normaliser les émotions, normaliser le fait que les journées ne se passent pas toujours de façon impeccable. Oui. Puis pour le moment, soleil, nuage, on le faisait là, comme parents, nous aussi. Fait que là, ils réalisaient que, ils n'ont pas des journées parfaites, eux non plus. Oui. Fait que, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans que
pour l'enfant, sans nécessairement raconter hey, j'avais un super gros dossier au travail. Non, c'est plus trop complexe pour eux, mais de dire, par exemple, bien, aujourd'hui, j'étais allée dîner avec une collègue, puis on est allé dehors, profiter du soleil, ça a fait du bien, c'était mon moment soleil. Moment nuage, bien, je pensais terminer une partie de mon travail, puis je suis pas arrivée, j'étais comme un peu déçue de moi. Donc, on y va avec de quoi? Des mots simples, mais on peut quand même parler de notre réalité, puis ça va aussi aider l'enfant à dire... parce que souvent, il nous voit comme un peu un héros ou un modèle. Puis si tout est parfait, puis si on a l'air toujours en parfait contrôle, bien, la barre est haute là, pour l'enfant de dire, moi, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse. Excusez-moi, c'est comme ça qu'il faut que j'agisse pour lui plaire ou pour éviter de lui déplaire. Donc, c'est vraiment beaucoup, ça fait une pression qui est très grande là, pour l'enfant. Oui, puis ça vient un peu mélanger les émotions aussi, j'imagine. Oui. Oui, parce que là, l'enfant qui voudrait, par exemple, que son parent soit fier de lui, il a l'impression qu'il faut qu'il en fasse vraiment beaucoup pour que son parent soit fier. Alors que ce qu'on veut à la base, c'est, oui, leur dire qu'on est fier d'eux, mais aussi leur dire, « Hey, t'as de quoi être fier de toi? » Que la fierté vienne d'une émotion qui est intérieure, à l'intérieur de lui, que ça ne vienne pas toujours de l'extérieur. Fait que je dirais que dans le 6-12 ans, le gros défi, c'est ça, la responsabilisation par rapport à... Je pense que tu es capable de mettre des moyens en place. Qu'est-ce que tu penses qui t'aiderait quand tu vis une grande colère? Y a-t-il des moyens qu'on peut mettre en place? Souvent, dans les écoles, ils vont faire ça, les éducateurs spécialisés, les intervenants. Les parents aussi, des petites boîtes d'apaisement ou des moyens qui vont les aider de dire, bien, va chercher ta boîte à moyens. Un petit coin. Un petit coin d'apaisement. À la maison, on peut organiser juste un coin avec un coussin, des doudous, des petits livres qui aiment, une lampe de poche. Puis quand il va moins bien, au lieu que ça soit... un moment, par exemple, de dire, va dans ta chambre. Va dans ta chambre, bien, ça va être, ça serait une bonne idée que tu utilises ton coin pour que tu sois bien, ton petit coin doux. Oui. Donc, ça peut être des moyens intéressants. Et là, c'est un moyen, au lieu d'être un moyen qui est plus punitif, ça devient un moyen d'autocontrôle là, pour l'enfant. Puis agréable aussi. Puis agréable, c'est ça. Puis j'imagine, parce que on a souvent le réflexe d'utiliser ces outils-là quand il y a une émotion qu'on appelle plus négative. Oui. Mais j'ai des exemples en tête, moi, où la joie a vraiment trop pris, l'excitation, ça a trop pris de place. Puis mon réflexe, c'était pas nécessairement de diriger l'enfant vers son petit coin doux, mais peut-être que ça aurait dû l'être aussi. Oui. Donc, il ne faut pas négliger ça. Les autres émotions aussi, quand notre enfant est trop extrait, trop... ça reste dans les mêmes... ça reste une émotion. Exactement. Donc, c'est ça, tu sais, d'être capable de mettre des mots sur les émotions, par exemple, la joie ou tout ça, de dire, bien, quand on ressent de la joie, bien oui, à un moment donné, ça peut comme un peu déborder, là aussi. Donc, si on est en train de sauter partout dans la maison, puis que là, on a, je sais pas, moi, par exemple, à l'école, gagné un prix, puis que là, on se met à le montrer à tous les frères et sœurs en faisant « Ah, 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 mon souvent, prix, ça finit mal. Il y en a un qui se blesse. Oui, souvent, il y a comme un peu d'excitation, l'excitation mêlée à la fébrilité. Il va se mettre, l'enfant bouge plus vite, va se blesser, va en blesser un autre, va faire tomber des objets. Donc, oui, c'est ça. Ça aussi, on peut essayer de les apaiser par le coin doux aussi. Oui. C'est intéressant, ça, de garder ça en tête, que c'est pas juste... Parce que souvent, on a tendance à classer les émotions, négatives, positives. Exact. Mais dans les deux cas, tantôt, comme tu as dit, il n'y en a pas de positive, il n'y en a pas de négative. Mais dans tous ces cas-là, c'est important de se dire qu'il peut y avoir des manifestations excessives quand même. Exact. Puis de guider l'enfant là-dedans. Oui. Solène, j'espère que c'est déjà fini. Mon Dieu, ça passe vite. Ça passe vite. Oui. Je pense que les parents vont en avoir appris beaucoup. Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a apporté beaucoup parce que les émotions, c'est un sujet, comme je disais au début, qui est quotidien, qu'on croise à tous les jours quand on devient parent et même quand on n'est pas parent, finalement. Alors, je te remercie beaucoup. Puis, on va te voir dans un prochain épisode pour parler d'un autre sujet qui te passionne. Oui, bien merci beaucoup pour l'invitation. Merci.